Et bonjour, c'est Nicolas de Immobilier Compagnie, bienvenue dans cette nouvelle émission. Et dans cette émission, j'ai choisi de te parler de la crise économique qui touche le secteur du bâtiment, d'étendre le débat finalement au secteur que sont les agences immobilières, mais aussi on va parler rapidement de Airbnb. Ce qui va m'intéresser ici, c'est à la fois l'analyse générale et le regard qui est porté sur cette situation dans laquelle on se trouve, et à la fois la capacité d'analyse que toi tu dois avoir sur cette situation pour en comprendre les mécanismes. Ça fait des semaines et des mois qu'on parle de tout ça sur la chaîne, sur les lives et un peu partout. On continue de t'en parler. Aujourd'hui, le bâtiment aussi souffre énormément de la situation immobilière générale et c'est à peu près normal puisque c'est une conséquence du blocage global des transactions que tu retrouves sur les marchés immobiliers. En clair, eh bien, si par exemple moins de maisons se vendent, eh bien, il y a moins de chantiers qui s'ouvrent pour les artisans. Du coup, il y a moins d'argent. Du coup, le marché commence à se gripper. Tout fonctionne mal à tous les étages. Et comme tu vas le voir, il y a des arguments qui sont avancés par les médias, les journaux qui sont valables. Il y a des arguments qui ne le sont pas. Je ne vais pas chercher aujourd'hui du tout à te redonner une énième avis, une énième analyse sur le sujet. Je vais plutôt t'encourager à apporter, ou en tout cas à élaborer ta propre réflexion pour en tirer des déductions qui te permettront de poser des actions qui t'éviteront de te retrouver dans une situation difficile. Bien évidemment, on va pas se mentir, j'ai pas de formule magique. Je vais ici simplement te montrer que entre ce que certains te disent et ce que certains ne te disent pas, il y a une vérité que je clame depuis maintenant des mois et des mois. Je ne dis pas que je détiens cette vérité encore une fois, parce que de toute façon, l'important n'est ni d'avoir raison, ni d'avoir la vérité. L'important, et je le répète, c'est de trouver des solutions qui te permettent d'éviter la situation difficile, la situation de crise, de te permettre de t'en sortir, et c'est tout ce qui compte à mes yeux. Donc, sans plus de transition, et comme d'habitude, on va reprendre les recommandations d'usage. Tout d'abord, prends le téléphone d'un ami et abonne-le sauvagement à l'émission. Ou alors, laisse-moi des commentaires et des étoiles là où tu écoutes ce podcast. Ça aide à le référencer. Sinon, va sur immobiliercompagnie.com. Dans l'onglet formation, il y a mes formations. Dans l'onglet livres, il y a mes livres. Et dans l'onglet coaching, tu peux réserver une demi-heure, une heure d'appel avec moi et on travaillera ensemble sur tes projets. Et sans plus de transition, Patrick Magnéto. Carnet de commandes en baisse, coût des matériaux de construction qui explose, difficultés de recrutement. Depuis quelques mois, le secteur du BTP souffre. L'an dernier, en Bretagne, 355 dirigeants ont perdu leur emploi dans le secteur du bâtiment, soit une hausse de près de 40% sur un an. Alors faut-il s'en inquiéter? Le secteur du bâtiment est-il en train de s'écrouler dans notre région? C'est la question du jour. Alors tu l'as compris, c'est un passage audiovisuel d'information du petit écran que je ne regarde plus, sur lequel je suis tombé totalement par hasard et je m'arrête dès le départ à la question parce que j'ai réécouté plusieurs fois ce passage, tu vois, cette introduction. Et ça va te paraître étrange, mais tu sais, j'arrête pas d'y penser depuis quelques mois là, j'arrête pas de penser à ça. Je me dis, on s'est laissé enfermer pour le rhume là, tu sais, le grand rhume des foins là qui a enfermé tout le monde chez lui là. Et on s'est tous laissé enfermer, on a tous bien kiffé, on va pas se mentir. Il y a quand même beaucoup de personnes qui, à cette période-là, on en profité d'une certaine manière pour se reconnecter avec chez eux, pour ne plus travailler, réfléchir à leur carrière professionnelle. Ouais, je suis un peu ironique quand je parle comme ça parce que aujourd'hui, on te parle d'une crise, mais en fait, j'ai envie de dire aux gens, les gars, mais vous vous foutez de moi ou quoi ? Vous croyez vraiment qu'en fait, cette période, elle n'allait pas aller être sans conséquences, qu'il n'allait pas y avoir de conséquences à s'arrêter comme ça, à toucher de l'argent qui tombait du ciel? Parce que ça existe, c'est connu d'ailleurs. Moi, depuis que je suis né, j'ai vécu comme ça, de l'argent tombait dans mon jardin. Je descendais, je le ramassais et je vivais avec. Et en fait, il y a une pointe de cynisme et d'amertume en moi parce que aujourd'hui, maintenant qu'on est dans le vif du sujet, tu vois, où c'est bien violent, où en fait on est bien dans une situation complexe et où finalement on se rend compte de la situation. C'est-à-dire d'un côté, on a une dégradation de la note de la France. Alors je ne sais pas si tu es au courant, mais Standard & Poor's ont dégradé la note de la France. Donc on est passé de AA à AA-. Bon, c'est des trucs, la plupart des gens s'en foutent et je veux quand même te rassurer, ça n'a aucune conséquence directe sur la plupart des gens. Même, je vais aller plus loin que ça n'a aucune conséquence directe sur la capacité du pays à se refinancer parce que, dixit nos élites, on reste quand même parmi les meilleures notes. Ouais, super, merci, c'est génial.
Bon, je t'explique quand même ce qui s'est passé parce que moi j'ai envie que tu saches. En gros, bon, 2020, le rhume nous a créé une situation inédite qui a fait, d'ailleurs, je t'invite à regarder le PIB entre 2020 et 2021. Tu passes de moins 7,7 à plus 6,4 puisqu'il y a eu un arrêt puis une reprise. Donc forcément, c'est une contrebalance. Et encore, moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on était à moins 7,7%. On aurait dû faire plus 7,7%. Tu vois, mais non, on a fait plus 6,4. Mais bon, bref. On va dire que c'est bien parce qu'il faut dire que c'est bien. On va rester politiquement correct malgré que je sois cynique. 2022, 2,5%. 2023, 0,9%. Donc ça, c'est la France. C'est la croissance du PIB réel en pourcentage. Est-ce que je te donne ces pourcentages? La croissance du PIB en 2024, au moment où je te parle, 0,8. Et après, on fait une projection. Et le problème de la projection, c'est que quand ils la font, ben c'est mauvais. Hein, autant te le dire, la dette publique de la France devrait atteindre 112% du PIB en 2027. Ok? Et ce qui est problématique, puisque aujourd'hui on est à 109% pour 2023, parce que je te donne l'année d'avant, puisqu'on n'a pas fini l'année 2024. Le déficit public est à 5,5% du PIB, ce qui est supérieur aux prévisions de l'agence et du gouvernement, c'est-à-dire que et Standard & Poor's et le gouvernement avaient des prédictions différentes et donc du coup ils se rendent compte que ça ne va pas du tout, hein, ça part à volo. Et enfin, donc c'est là où Standard & Poor's estime que le déficit public dépassera les 3% du PIB en 2027 malgré le regain d'activité économique et les réformes budgétaires qui sont mises en œuvre par notre cher roi dirigeant de ce beau pays qui est la France. Donc le bilan des courses, sans trop de surprise de ces moments de oisiveté, employons les termes, eh bien nous les payons. Voilà, on est dedans, on est dans le vif du sujet. Entre ceux qui se posent des questions et qui hésitent encore sur leur carrière professionnelle et ceux qui n'ont pas trouvé leur voie et réfléchissent, eh bien notre pays qui est très long, généralement déjà, à se mettre en marche, tarde à se mettre en marche, sans surprise. Et du coup, quand on a comme ça une émission qui commence « Pourquoi le bâtiment va mal? Mais pourquoi ?» Eh bien en fait, j'ai envie de te dire, ça n'est pas dû à une raison, ça n'est pas dû à deux raisons. Non, c'est un ensemble. Et aujourd'hui, on va devoir payer la facture. La facture va être très salée, très amère. Tu vois, je pense qu'elle va être violente, la facture. Et je pense que le mur de la réalité va tomber. Et il est en train de tomber. Je suis en train de faire cette émission. Tout le monde autour de moi ne me parle que de politique, comme si élire un parti plutôt qu'un autre allait changer quelque chose. Ça fait des années en fait que personne ne nous parle de rien nulle part. Je vais te redire la phrase, personne ne nous parle de rien nulle part. C'est-à-dire que pour moi, hein, c'est mon opinion, encore une fois, voilà, je suis vraiment désolé, mais il n'y a aucune personne aujourd'hui qui représente mes opinions politiques et il n'y a aucune personne qui parle des vrais sujets. C'est aussi ça mon problème. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui viennent te parler de certains sujets à la télé, politiquement pour se faire élire. C'est amusant, c'est intéressant. Mais aucun d'entre eux ne te parle des vrais sujets. Aucun d'entre eux ne te met des problématiques que nous rencontrons tous dans notre quotidien et qui seraient à même d'apporter des solutions. Par exemple, et je prends les devants sur cette émission, les problèmes du bâtiment sont liés aussi aux problèmes qu'on rencontre dans l'immobilier et personne ne te parle de comment revenir en arrière sur des lois scélérates qui ont été mises en place et qui nous ont conduits dans cette situation. Donc, au final, la seule question que j'ai envie de poser, à quoi ça sert tout ça? Alors encore une fois, il ne faut pas m'écouter, j'insiste. Je ne suis pas en train d'essayer de t'inciter à ne pas voter. Je ne t'incite absolument pas non plus à voter pour un parti ou un autre. Je m'en fiche. Tout ça, ça me dépasse. Tu fais un petit peu ce que tu as envie. Je ne suis même pas en train d'essayer de t'inciter à te révolter. Ce n'est pas mon but. Je veux quand même parler une seconde du but de toutes ces émissions. Mon but, le souhait que j'ai pour toi, c'est que déjà, premièrement, tu réfléchisses par toi-même et que tu développes une pensée autonome et libre de toute influence. Et deux, peu importe ta manière de penser, pour ma part, je pense que tu le vois si tu écoutes mes émissions, j'ai une façon de penser très singulière. Je trouve que tout le monde a quelque chose à apporter et encore plus les gens qui ne pensent pas comme toi. Donc écoute, moi j'écoute des gens qui ne pensent absolument pas comme moi. J'aime les fréquenter, ça m'intéresse, ça me fait réfléchir. On me pose des questions dans ces sens-là, sur ces sujets-là. Et je pense personnellement que c'est comme ça qu'on s'élève. C'est en ne restant pas sur ses acquis, en n'écoutant pas toujours les mêmes choses et en essayant de s'ouvrir. Et là aujourd'hui, on se confronte à un vrai problème, un problème qui pour moi transcende simplement le rhume et l'enfermement que j'ai évoqué tout à l'heure. On est en train de payer une addition salée d'années et d'années
on va dire, d'inaction qui sont accumulées avec, je pense aussi, une certaine forme d'ignorance volontaire de notre part de traiter les sujets en profondeur tout simplement. On a fait des choix discutables qu'on a laissé faire. On est coupable communément, toi comme moi, d'avoir laissé faire tout ça, de l'avoir accepté. Je te le dis, hein, pour moi, et aujourd'hui j'en parle de plus en plus librement, moi quand ils ont enfermé pour le rhume, j'ai rien respecté. Je le dis à voix haute maintenant, je l'assume de plus en plus. C'est pas que j'en avais honte, c'est que j'estime ne pas avoir à parler de ça, ça regardait personne. Et je pense qu'en fait, il y a un moment donné aujourd'hui où quand comme là, on est en train de subir communément ces situations-là, notre rôle de citoyen, c'est de ne pas respecter. Si demain je te demandais, si j'étais roi de la France et que je te disais jette-toi d'un pont, j'attendrais que tu ne te jettes pas du pont. Et ça serait sûrement un exercice d'ailleurs si je le faisais. Et le problème c'est ça, c'est qu'aujourd'hui on vous dit de vous jeter d'un pont et il y en a beaucoup qui se jettent malheureusement. Et j'aimerais parler autrement et si tu prends mal ce que je te dis, j'en suis vraiment désolé. Mais là, ce qui est en train de se passer, c'est pas acceptable. Et l'émission que tu vas écouter, elle n'est pas acceptable parce que pour moi aujourd'hui, on est en train de payer une addition qui est pour une part le cumul de choix qu'on a laissé faire pendant des années et qu'on subit et d'autre part, je vais quand même le dire, notre responsabilité de n'avoir jamais rien fait. Alors certains me diront, et je l'accepterai bien volontiers, mais tu veux qu'on fasse quoi Nicolas? Et c'est vrai, tu as raison. Comme je l'ai toujours dit sans aucune honte, j'ai l'art de poser les bonnes questions. Je n'ai pas forcément toujours la bonne réponse. Je reste aussi à ma place. Je n'ai pas pour le coup la réponse à cette question. Ce que je peux dire, c'est que je ne trouve pas acceptable que nous acceptons, désolé pour la répétition, certaines remarques comme celle qui est faite ici. Et de dire pourquoi il y a cette crise, on le sait pourquoi elle est là. Et je ne crois pas que, et je vais te laisser écouter tout ce qui va se dire, je ne crois pas que d'accepter, là pour le coup, ce soit la solution. Pendant 9 ans, Carole et Bruno Labbé ont co-dirigé cette entreprise située dans le sud Finistère et spécialisée dans la construction métallique. Mais le 2 février dernier, le tribunal de commerce de Quimper a prononcé sa liquidation judiciaire. Pour Bruno Labbé, cela sonne la fin d'une aventure familiale initiée en 1960 par son père. De voir tout ce qu'il a construit, tout ce qu'on a construit partir comme ça en fumée, ça fout les boules un peu quoi. C'est très dur de garder la tête haute, on essaye, mais bon, on aurait préféré continuer. Plus de 60 ans d'existence et l'entreprise fait faillite. Dans un instant, tu vas avoir l'ensemble des raisons, on va dire, du point de vue journalistique qui ont conduit la société à faire faillite. Et malheureusement, je suis désolé de te le dire, j'ai conscience, encore une fois, je viens de clôturer le précédent passage en disant on ne doit pas se laisser faire, mais je le dis directement, c'est important pour moi. Dans tout ce que tu vas entendre et dans ce que je vais dire, il y a plein d'éléments pour lesquels tu n'as pas le choix. C'est-à-dire qu'en réalité, quand je dis tu ne peux pas te laisser faire, bien en fait, il n'y a pas réellement de solution puisque quand certains éléments comme l'augmentation des matières premières s'imposent à toi, tu peux vouloir ne pas te laisser faire, tu le subiras malgré tout. Mais avant de partir sur ce sujet-là dont on va discuter longuement, je voudrais quand même ici préciser quelque chose. Et je vais en profiter, je vais prendre le temps de te parler de tout ça parce que pour moi, c'est vraiment important que tu l'entendes. Une société comme celle-ci est en train de fermer et ferme après plus de 60 ans d'existence. Il conviendrait de dire qu'à l'heure où on parle, une société qui est aussi vieille que ça, elle a largement les reins et la solidité pour tenir la clientèle, l'arriéré. Une société comme ça qui existe depuis autant d'années, normalement, elle n'a pas de raison de fermer. Et le truc, c'est que je vais en profiter pour te faire un nouveau point sur la situation parce que j'ai eu des informations sur le sujet. Et à la date où je te parle, le nombre d'agences immobilières qui font faillite a encore doublé. Et il faut que tu saches qu'on est à peu près au même niveau de liquidation de sociétés de l'immobilier, enfin d'agences immobilières, pardon, que le niveau qu'il y a eu en 2009, en sachant qu'en 2009, on avait une crise immobilière. Ça veut dire que si tu prends le chiffre de 2009, qui était une crise purement immobilière, aujourd'hui, le chiffre que je t'avance, c'est-à-dire qu'on a plus de 1000, on est à 405, on a plus de 1200 agences qui ont fermé d'agences immobilières. On a même, et j'ai vu les chiffres, il y a même des administrateurs de biens immobiliers qui font faillite. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu as des agences qui font de la gestion locative ou qui font du syndic, qui font faillite. C'est des sociétés qui sont extrêmement prédictibles et qui normalement ne font jamais faillite. Au moment où je te parle, il y a vraiment un tissu économique qui est littéralement en train de s'effondrer. Et j'ai un message pour toi avant que cette émission n'attaque dans le dur du sujet. Qui que tu sois,
quoi que tu fasses, et c'est la raison de mon existence, c'est ma raison d'être, tu dois investir. Tu dois investir. T'es salarié, tu penses que ton poste, tu vas le garder toute ta vie, tu as un CDI, ta boîte, elle existe depuis 60 ans, mais regarde, elle peut fermer. Et je pense que là, je le pense vraiment, je pense que là, ça va être extrêmement violent. Et le paradoxe, c'est qu'il va y en avoir qui vont s'enrichir que plus, parce que bien évidemment, crise égale opportunité pour ceux qui peuvent les saisir. Et paradoxalement, il y en a qui vont énormément souffrir, et ceux-là, ce seront ceux qui n'auront rien anticipé. Et quand je parle d'anticipation, je parle simplement de la pluralité du revenu qui rentre dans ta poche. Est-ce qu'aujourd'hui, tu n'as que ton salaire? Si la réponse à cette question est oui, mon ami, laisse-moi te dire que tu es très mal et que, encore une fois, la raison de mon existence, c'est cela. Moi, mon seul but dans tout ce que je produis, c'est de t'envoyer ce message. Tu ne peux pas te satisfaire que d'un seul revenu. Autre élément encore plus important, tu ne peux pas avoir qu'un seul revenu. Et dernier élément extrêmement important, l'investissement, ça n'est pas un choix, ça n'est pas un luxe, ça devient une obligation. Tu dois investir massivement pour te protéger de ces situations-là, parce que quand tu vas y être confronté, si tu n'as pas de bouée de sauvetage, si tu n'as rien, le mur de la réalité sera extrêmement violent et je ne le souhaite pour personne. Plus tu as de revenus, moins tu prends de risques, moins quand tu vas avoir des difficultés, tu pourras t'en sortir. Donc, c'est important pour moi que tu l'entendes. Cette émission, elle est faite sur la base d'une société qui existe depuis 64 ans précisément et qui ferme pour des causes qui ne sont pas liées d'aucune façon ni à leur gestion ni à quoi que ce soit. C'est que des éléments extérieurs pour lesquels ils n'ont aucune prise, des éléments qui peuvent très bien t'arriver à toi comme à moi. Si ça t'arrive, quelles sont tes options? Si tu n'en as pas, comme lui, tu fermeras, ça s'arrêtera, ça sera amer, ce sera difficile et ce n'est pas ce que je te souhaite. Donc l'investissement, ça n'est pas un choix, ça ne doit pas être une réflexion, ça ne doit pas être plus tard quand tu seras grand ou plus tard quand je ne sais pas quoi. C'est maintenant, tout de suite, c'est une obligation et honnêtement, tous ceux qui le feront me remercieront et ceux qui ne le feront pas regretteront d'avoir au moins entendu cette réflexion parce que dès l'instant que je t'ai planté la graine, tu n'as pas de raison de ne pas le faire. Et c'est ça que je veux que tu entendes. Donc bref, Patrick Magnéto. Depuis leur achat en 2015, les difficultés se sont enchaînées pour le couple. Après avoir redressé les comptes de l'entreprise, ils ont dû faire face à 5 ans de crise. L'arrêt des chantiers suite au Covid, la hausse des prix de l'énergie, du carburant, mais surtout la flambée des coûts des matériaux. Il y a eu de la spéculation, sincèrement. Nous, dans l'acier, on a pris jusqu'à 400% d'augmentation sur certaines sections. On a également subi des attaques de la part de nos collègues, si l'on veut, puisqu'ils sont venus chercher le personnel dans notre entreprise. Ce qui fait que notre chiffre d'affaires n'a fait que baisser, puisqu'à chaque fois qu'on a un salarié en moins, il y a du chiffre d'affaires en moins et à un moment, on était clairement plus rentable. Conséquence de l'accumulation des crises, le nombre de défaillances d'entreprises est en très forte hausse en France sur un an. Le secteur de la construction concentre près du quart des cessations de paiement. Cette très forte accélération, elle est liée à plusieurs facteurs qui sont la fin du quoi qu'il en coûte. C'est fini les aides, la mise en suspension de l'économie française. Les conséquences du Covid sur les problèmes de réapprovisionnement, la flambée des prix, la guerre en Ukraine. Vous avez, au final, on est dans une situation multicrise dans une crise. Il manque juste les lois climatiques qui s'ajoutent par-dessus tout ça. C'était vraiment le moment, vraiment. Merci. Remercions-les, remercions notre roi soleil. Il rayonne. C'est un rire ironique, je m'en excuse. C'est catastrophique. C'est catastrophique parce qu'on a des gens comme ça, une entreprise qui a plus de 60 ans, qui payent les pots cassés et qui en plus, quand on t'explique qu'ils se font dépecer par la concurrence, toi, tu dois te dire « Ah, c'est dégueulasse », mais pas du tout. En fait, dans une situation comme celle-ci, qui est extrême pour tout le monde, personne ne veut mourir. Et au lieu de mourir, chacun va trouver ses solutions. Et c'est celui qui a le plus d'options qui peut s'en sortir. Ce qui fait référence à ce que je t'expliquais tout à l'heure. Encore une fois, développe-toi des options. Développe-toi des ressources pour aller les chercher. Pour justement
avoir des solutions de repli dans le cas où la situation deviendrait trop dangereuse. Maintenant, on ne va pas se mentir, je n'ai pas de remède miracle à t'apporter sur tout ce qu'on vient d'entendre parce que, encore une fois, l'augmentation de l'énergie, l'augmentation des matériaux, c'est des choses qui ne dépendent pas de toi, que tu vas devoir assumer. Et le problème qu'on ne rappelle pas suffisamment dans ce type de situation, c'est que dans les métiers du bâtiment, tu fais un devis, tu valides le devis, et c'est ce qui s'est passé ces dernières années. Entre-temps, les prix du matériau flambent, le devis est validé, sauf que tu ne peux pas répercuter l'inflation sur le prix de ce que toi t'achètes sur le devis. Et comme beaucoup d'artisans malheureusement sont à flux tendu, et ça je peux t'en parler parce que c'est mon métier, c'est-à-dire que les artisans ne stockent pas. Certains arrivent à le faire, mais c'est très rare. Dans l'artisanat, les bons gestionnaires, il y en a peu. Et malgré tout, l'exemple est très parlant. Là, on t'explique qu'ils avaient repris la société, ils l'ont racheté en 2015. Bonne année 2015, 2016, 2017, ils ont géré la boîte. Ensuite, il y a eu le Covid. Ensuite, il a fallu remettre les comptes à flot. Et ensuite, il y a eu l'inflation qui est venue les tuer. Et donc, si tu veux, ces cumuls qui s'est mis en place petit à petit, qui n'a pas arrêté de finalement venir taper, c'est comme ça qu'on va dire, taper dans les marges des sociétés et le décalage. Ça aussi, je le répète parce que c'est ce qui a tué beaucoup d'entreprises. C'est-à-dire, je signe un devis, je valide un tarif, mais quand je vais acheter les matériaux, entre-temps, le prix de mes matériaux a augmenté et donc mes marges se sont réduites. Et donc, je ne gagne plus d'argent parce que derrière, j'ai mes charges qui, elles, ont été, alors, à un moment donné, artificiellement baissées, mais régulées entre-temps. Bref, tu m'as compris. Ceci expliquant cela. En plus, la loi sur le climat et toutes les lois qui ont été mises en place qui viennent réduire l'activité économique, parce qu'il faut dire les choses comme elles sont. Aujourd'hui, bon, voilà, il y a soi-disant un problème aussi climatique maintenant qui s'ajoute par-dessus tous les problèmes qu'on a. Donc, il faut qu'on arrête de travailler, mais il faut qu'on paye les mêmes impôts. Tu vois, moi, je pense qu'au lieu de faire des lois pour le climat, on aurait dû supprimer des impôts pour le climat justement et essayer de ralentir un petit peu, à mon humble avis, effectivement, certaines activités comme ça a été fait, tout en permettant une réduction des charges pour laisser absorber le temps d'absorber au marché justement cette modification. Parce que là, on a créé, on a plutôt empêché énormément de terrains de devenir constructibles, sauf qu'on n'a pas bougé les charges en face et tu te retrouves dans la situation dans laquelle on est actuellement, c'est-à-dire avec tout un tissu économique qui crève la gueule ouverte, excuse-moi l'expression, mais c'est ça la réalité, il crève la gueule ouverte parce qu'en fait, il n'y a plus les chantiers en face, il n'y a plus les chantiers. Donc les gens sont à couteau tiré, ils vont récupérer les employés chez la concurrence, ils essayent de s'en sortir. J'ai envie de te dire, c'est œil pour œil parce que personne ne veut mourir. Encore une fois, transpose ça à ta vie. Si je te disais, ben là, je vais créer un climat extrêmement tendu et dans un mois, tu vas mourir, c'est toi ou eux, ben chacun, là, tu verrais la vraie nature de l'homme. Elle n'est pas très belle. Tout le monde ferait tout et n'importe quoi pour ne pas mourir. Et c'est pareil pour les entreprises. Ils n'hésiteront pas à aller chercher les talents là où ils sont, à aller chercher les employés qui peuvent te ramener du chiffre. Si ça peut leur permettre de traverser la crise, pourquoi? D'ailleurs, il faut aussi répondre à cette question. Parce que l'on sait que ceux qui survivent aux crises financières, ceux qui restent après la crise, quand elle est passée, ceux-là se gavent. Pendant quelques années, il y a une période où il y a moins de monde sur le marché, où les survivants, entre guillemets, sont là et ils captent plus de valeur parce qu'il y a moins d'acteurs. Et donc, du coup, ceux-là, ils encaissent, entre guillemets, le gros lot, ils rechargent les batteries pour la prochaine crise, puisque de toute façon, tout ça, c'est que des cycles. Je t'invite à lire mon livre « Survivre à une crise financière ». Tu auras tout expliqué, tu verras. C'est relativement intéressant. Ça te prépare d'ailleurs à ce genre de situation. C'est un bouquin qui est fait pour ça. Bref, tu as compris l'idée. Donc, moi, je suis très touché par ce genre d'histoire parce que les gens ne se rendent pas compte comment c'est dur, notamment en France, d'avoir une société. Et en fait, la vraie difficulté, ça n'est pas d'avoir une société en France, c'est de la faire vivre, la faire survivre, lui faire traverser le temps. Et quand, comme là, tu as des sociétés qui ont plus de 60 ans et qui meurent, ça te représente, ça te donne une notion de la violence de la crise dans laquelle on vient de rentrer. Et pour te donner des chiffres, ça fait 1 an et demi que ça baisse et que c'est assez compliqué. Plus j'avance, plus je me dis ça va durer encore longtemps. Donc, ce n'est pas une fatalité. Toi, il faut que tu mettes en place des actions pour sortir de cette crise et pour tirer ton épingle du jeu. Et c'est possible. Autant de facteurs qui ont plongé dans la tourmente les petites et moyennes entreprises, comme cette menuiserie située dans le sud du Morbihan. Emmanuelle Bébin la dirige depuis 4 ans, confrontée elle aussi à des difficultés de trésorerie
Elle décide il y a 2 ans de la placer en redressement judiciaire pour assurer sa continuité et protéger ses salariés. Pendant plusieurs mois, elle n'a pas pu répercuter la hausse des prix sur la facture de ses clients. Nous, on s'est retrouvés à travailler à perte malheureusement. Et dans le bâtiment, on a beaucoup de marchés qui sont signés de manière ferme et qu'on ne peut pas renégocier. Ça veut dire qu'il faut accepter d'exécuter les travaux sur les prix qui sont fixés. Et dans ces cas-là, eh bien, on ne peut plus faire face puisque les ventes ne permettent plus de couvrir les charges. C'est exactement ce que je viens d'expliquer, en sachant qu'il faut rajouter un élément par-dessus ce que l'on vient d'entendre. C'est que là, la dirigeante, là, pendant que sa société, elle était sous protection, etc., elle n'a pas pu prendre de salaire. Elle a vécu de quoi? Tu vivrais de quoi? Elle a fait ça pour sauver sa boîte. Et ça, c'est quelque chose que la plupart des gens ne comprennent pas en fait. C'est que quand tu as une entreprise, en fait, le dirigeant d'entreprise, il passe après sa société. Il y a beaucoup de gens alors qui vont dire « Ah ouais, mais c'est pas pareil pour les sociétés du CAC 40. » C'est exactement la même chose les gars. Vous mélangez tout. Une entreprise, même au CAC 40, elle peut faire faillite. Regarde d'ailleurs sur les 100 dernières années, tu verras que dans le CAC 40, il y a des entreprises qui rentrent, des entreprises qui sortent. Et cette croyance que les gens ont, qui consiste à dire que chez les très riches, ça n'arrive jamais, ça n'est qu'une illusion. En réalité, ce que tu vois pour cette dame à l'échelle d'une petite entreprise, c'est exactement ce qui se passe à l'échelle de grosses entreprises. Alors bien sûr, quand tout va bien, à l'échelle, les chiffres ne sont pas les mêmes, les avantages ne sont pas les mêmes, etc., etc. Mais le point sur lequel je veux t'alerter, c'est la difficulté d'entreprendre à laquelle on est confronté, les entrepreneurs comme moi, à savoir que si on rencontre ce genre de problème, on n'est pas assisté, on n'a pas d'aide sociale, nous n'avons rien du tout. Là, je vais m'arrêter là parce que sinon, je vais commencer à glisser tranquillement sur des discussions que je n'ai pas envie d'avoir. Je crois savoir que nous sommes en période électorale et c'est là que tu vois et que tu comprends peut-être les raisons pour lesquelles moi je ne vote plus, je ne suis plus intéressé par tout ça parce que tous ces vrais sujets-là, personne n'en parle. Il n'y a pas de sujet d'ailleurs, on dirait là-dessus, c'est un blackout et c'est pas normal. Ça n'est pas normal que certaines personnes dans ce pays comme t'es salarié, tu as droit à des aides, t'es pas salarié, tu n'as droit à rien. Pourquoi? D'autant plus que, comme elle vient de l'expliquer, dans le bâtiment, dans l'immobilier, vous devez le savoir, c'est très compliqué. Tu as un devis, il est validé, tu ne peux pas revenir en arrière. Les prix montent, tu achètes le matériel au mauvais moment, pas mon problème. Moi, j'ai un contrat avec toi. J'ai fait une vidéo sur le sujet sur la chaîne. L'immobilier, c'est le droit des contrats. Contrat, arrêté, pas d'histoire. Et c'est perturbant parce que je pense, entre autres, que d'ailleurs beaucoup des problèmes de notre pays viennent de là, de cette incompréhension qu'il y a entre différentes classes sociales, même si je ne crois absolument pas à tout ça, mais le fait que certaines personnes ne cherchent pas à comprendre le mode de fonctionnement d'autres personnes. Et ça revient à ce que j'essaye de te dire dans cette émission et le message que j'essaye de te faire passer. Intéresse-toi à comment fonctionne la société, comment ça fonctionne pour les personnes autour de toi. C'est facile d'avoir des avis sur des sujets que tu ne connais pas et que tu ne comprends pas. Moi, je vois beaucoup de gens autour de moi qui ont des avis sur ces sujets-là, mais qui ne savent pas qu'un chef d'entreprise, dans le cadre d'un redressement ou dans le cadre de la perte de son emploi, n'aura aucune aide. Donc, forcément, son point de vue sur la fiscalité et les sujets globaux de notre société française ne peut pas être le même qu'un salarié qui, lui, dans tous les cas, est protégé, reprotégé, surprotégé parce qu'il a un salaire. S'il perd son salaire, il a le chômage. Et s'il perd son salaire et le chômage, il a le RSA. Donc là, tu vas me dire, ah oui, mais le chef d'entreprise, il aura le RSA. Eh bien, pas forcément. Ça va dépendre de ce qu'il a fait avec son argent. Parce que comme les chefs d'entreprise n'ont aucune sécurité, ils sont alertés sur les besoins qu'ils vont avoir en cas de défaillance. Du coup, ils vont faire plus attention à leur argent, ils vont l'investir et dès l'instant que tu as certains investissements, tu n'as plus droit au chômage, mais tu n'as non plus droit au RSA. Donc en fait, tu es seul face à toi-même, livré à toi-même. Il y en a qui vont te dire « Ah oui, mais tu as de l'argent, etc. » Mais c'est très relatif. Regardez encore une fois comment ça va vite. L'argent est très facile à perdre, il fuit, il s'échappe, il se dépense très rapidement. Par contre, il s'accumule et il se multiplie très difficilement. Et si tu comprends cette fragilité financière, ce côté complexe qu'il y a à avoir de l'argent, tu comprends pourquoi ça n'est pas si simple. Oui, dans certaines configurations, on peut effectivement avoir des réflexions plus simplistes, mais pas sur tous les cas.
notamment pas sur les chefs d'entreprise. Et moi, je donne raison à cette dame. Elle a bien fait de mettre sa société en redressement dans le but de la sauver. Il faut plus de personnes comme ça. Sauf qu'à un moment donné, je comprends aussi ceux qui n'ont plus envie de se battre parce que le système tel qu'il est fait, je suis désolé de le dire, il n'est pas juste. Il y a une forme d'injustice pour notamment les personnes qui entreprennent parce qu'elles entreprennent, elles créent de l'emploi et au final, ce sont celles-là qui n'ont rien. Ça crée une différence dont on ne peut jamais parler. Et moi, j'espère vous sensibiliser sur ces sujets-là. Tu ne peux pas accepter sciemment qu'une personne comme elle, et comme d'ailleurs la fonderie Labbé, enfin, c'était pas la fonderie, c'était la scierie Labbé, non, c'était pas ça, c'était la métallurgie Labbé, bon bref, peu importe, les deux personnes qu'on vient de voir, enfin le couple et la dame, ce n'est pas normal que ces gens-là soient traités de la sorte. Ils n'ont rien fait si ce n'est qu'avoir géré des sociétés, créé des emplois. Et du coup, ils auraient, enfin, de mon point de vue, ils devraient avoir les mêmes droits que tous les citoyens de ce pays. Pourquoi il y a des différences? Je pose la question. Le marché de la construction immobilière est désormais confronté à la raréfaction du foncier. Même si les taux des crédits immobiliers baissent, le nombre des mises en chantier de logements individuels et collectifs est au plus bas. La production de logements neufs a baissé de près de 26% sur un an. Principale raison, la loi zéro artificialisation nette, dont l'objectif est de réduire de moitié d'ici 2031 le rythme de consommation des espaces naturels et agricoles. La loi ZAN, c'est sûr que pour ceux qui font que du neuf, c'est très difficile parce que on ne pourra plus construire de neuf, faut être réaliste. Mais on a un marché tellement important de maisons à rénover sur le Morbihan ou même sur la Bretagne qu'on a le temps de voir venir et je pense que la loi ZAN va s'améliorer aussi. Les sources d'inquiétude sont donc nombreuses pour les représentants du bâtiment qui tablent sur la suppression de 150 000 emplois en 2 ans. Seule éclaircie au tableau, l'activité entretien-rénovation qui tire son épingle du jeu et pèse actuellement pour plus de moitié dans le secteur du bâtiment en Bretagne. En fait, la vérité, c'est qu'ils sont en train de transformer un marché qui était infini, puisque jusqu'à maintenant... Alors, attention, avant que j'attaque cette explication, d'ailleurs, je vais vous dire quelque chose. Ne va pas t'imaginer que je suis en désaccord avec ce qu'ils sont en train de faire. Pour le coup, je vais quand même reconnaître que si on réfléchit d'un point de vue, effectivement, emprise au sol, développement des villes, je pense qu'aujourd'hui, il y a matière à réfléchir différemment sur l'expansion humaine au niveau des territoires. Donc, je vais reconnaître malgré tout qu'il faut quand même savoir le dire aussi, peut-être qu'effectivement, il y a une façon de repenser notre manière de nous développer sur les sols de nos territoires, une manière différente d'étendre nos villes et de ne pas continuer inlassablement à construire sans aucune réflexion. Bref, on revient maintenant à ce que j'allais dire. On était sur un marché infini, c'est-à-dire que voilà, chaque année, il y avait des terrains qui se libéraient, les gens pouvaient construire, rénover, etc. Et on va recentrer tout ce marché sur simplement la rénovation. Ce qui veut dire qu'on va être sur un marché fini, limité, et en plus qu'il y aura un terme. Ça veut dire que, je suis désolé de te le dire, mais quand on aura tout rénové, alors certes, d'autres biens reviendront à la rénovation, ça va circuler, ça va se renouveler d'une certaine manière, mais ça ne sera pas comme le marché de la construction. Il va y avoir beaucoup moins de mouvements. Tant qu'on va s'obstiner à conserver les lois qu'on est en train de mettre en place sur notre territoire, je vous assure et je t'assure que ça va être raide. Là, on va rentrer dans une situation économique très compliquée, liée exclusivement à des lois qui, tant qu'elles seront en place, ne permettront aucune marge de manœuvre. Ça va se réduire. On est en train, encore une fois, je le répète, c'est important, de passer donc d'un monde infini où il y avait de l'argent pour tout le monde à un gâteau qu'on va se partager. Et là, les théories fumeuses des gens qui disent « oui, les riches prennent l'argent aux pauvres », ben là, ça va être le cas pour les travaux. C'est-à-dire que lorsqu'un artisan prendra un chantier dans une ville de rénovation, il va prendre le chantier à quelqu'un. Là où aujourd'hui, il y avait un marché qui était fluide et où finalement, il y avait des chantiers de rénovation, il y avait des chantiers de construction et les artisans choisissaient plus ou moins les chantiers qui correspondaient le mieux à leurs aspirations profondes, à ce qu'ils voulaient faire, à leur profil de salarié, à leur profil de société. Bref, il y avait quand même un choix, je dirais, de l'artisan dans le type de produit qu'il rénovait ou qu'il construisait. Là où demain, même maintenant, parce qu'on y est, l'artisan ne va plus vraiment avoir le choix, il va devoir rénover parce que c'est globalement ce qui va rester. Alors, il y aura encore des constructions, mais ça va être plus anecdotique. Il va y avoir beaucoup plus de rénovation et du coup, l'artisan qui va choper le chantier, il le prendra au détriment d'un autre. Et là, oui, c'est vrai,
Et on va être dans un système où malheureusement, il y en aura un qui gagne pour un qui perd. Enfin, parfois même plusieurs qui vont perdre. Ça va devenir compliqué. Et encore une fois, jamais autant qu'aujourd'hui, mon discours n'a de sens. Tu dois, encore une fois, investir, multiplier tes sources de revenus pour ne pas dépendre d'une seule source et pour être en capacité à faire face à des situations comme celles qu'on est en train de vivre. Et crois-moi, ça va devenir compliqué. Ça va devenir très compliqué. Je le pense profondément. Et je pense que, c'est aussi mon avis, jusqu'à la réélection d'un nouveau roi, je ne pense pas qu'on revoit la lumière. Je pense qu'on va être dans cette forme de décroissance qui est très difficile à gérer pour beaucoup de personnes parce qu'ils n'ont pas l'habitude de vivre dans cette configuration. Encore une fois, on sort d'un marché infini où il y avait du travail et de l'argent pour tout le monde et on va vers un marché plus fini où il n'y a plus du travail et de l'argent pour tout le monde. Ça va être plus compliqué. Donc cette émission, elle n'avait pas pour but de te saper le moral, pas du tout. Moi, je vois ici des opportunités et je vois aussi ici l'opportunité pour toi de commencer à investir parce que si tu prends conscience du monde vers lequel on se dirige, tu prends aussi conscience des actions que tu dois poser. L'action que tu dois poser, elle est très simple, investir. Investissement, tu n'as plus le choix. Tu vas, de toute façon, tu le sais, avoir une retraite qui va être amoindrie. Tu vas avoir sur la durée de ta vie plus de difficultés à trouver du travail si jamais tu dois changer de travail. Et quand tu fais comme ça le point de l'ensemble de la situation à laquelle tu vas être confronté dans ce pays, tu comprends assez rapidement que la meilleure solution pour toi, c'est d'avoir plusieurs options, plusieurs sources de revenus pour te permettre de voir venir et aussi pour te permettre de ne pas te retrouver acculé à devoir prendre de mauvaises décisions parce que tu ne te seras pas laissé de choix ou d'options de vie dans ces moments difficiles qu'on va tous rencontrer, toi comme moi. Moi, je vais encore rencontrer des moments difficiles, tu vois. Je ne m'en cache pas, je continue à acheter. Il n'y a pas longtemps, j'ai fait une mauvaise affaire. Il ne faudrait pas que j'en fasse une deuxième, tu vois. Là, si je fais une deuxième mauvaise affaire, je pourrais me mettre mal. J'ai l'obligation d'acheter correctement. Donc, tu vois, personne n'est à l'abri. Ça va très vite. L'argent, ça va très vite. C'est ça aussi le problème, c'est que les gens ne s'en rendent pas compte, mais tu peux très vite gagner beaucoup d'argent, mais tu peux aussi très vite ne plus avoir d'argent. Et ça va tellement vite que tu es obligé de faire plusieurs bons choix ou auquel cas tu peux te retrouver par terre. Ça n'arrive pas qu'aux autres, ça peut m'arriver à moi, ça peut arriver à tout le monde. Et moi, je te souhaite encore une fois de bien comprendre le message derrière cette émission. L'investissement n'est plus un choix, ça n'est plus une réflexion, ça n'est plus une option, c'est une obligation. Et je pense encore une fois que ça ne va pas aller en s'arrangeant. Donc, investis. Voilà, c'est la cause de mon existence, c'est ma raison d'être et c'est la raison de tous mes contenus que je produis et que je poste sur les différents réseaux. Voilà, cette émission, je l'ai faite parce qu'il y avait cette société qui avait 60 ans d'existence, 64 ans, et qui a fermé ses portes. Ça me choque, ça m'interpelle, ça n'est pas anodin. C'est quelque chose que tu dois bien considérer comme étant acté. C'est arrivé, ça va encore arriver. Bien évidemment, ceux qui vont traverser cette crise vont s'en sortir. J'ai écrit un livre pour t'apprendre à traverser les crises. Tu tapes crise financière sur Amazon, avec ou sans accent. Il apparaît en première page. Tu verras un parapluie rouge. Il y a écrit Nicolas Popovic. Tu ne peux pas te tromper. C'est mon bouquin. Et si tu veux comprendre les mécaniques que tu peux mettre en place dans ta vie, comment réfléchir et comment évoluer dans le bon sens pour ne pas avoir les problèmes qu'ont rencontrés ces chefs d'entreprise, ce livre est fait pour toi. Je te remercie de ta présence, de ta fidélité. Sans toi, je n'existerais pas. Laisse-moi des commentaires et des étoiles là où tu m'écoutes. Va sur immobiliercompagnie.com. Il y a toutes les ressources pour qu'on travaille ensemble. Formation, coaching, livres, je sais quoi d'autre. Je te laisse y aller. Et moi, je te dis à très bientôt dans une prochaine émission. Salut!